Donc, mis à part ma fin des temps qui me hype à fond, reparlons de la fin des temps de Games Workshop. C'est le but de ces vendredis soirs. On a quand même quelque chose qui est énorme là à ce moment-là. Rappelez-vous, on s'est laissé sur la bataille de l'île Blafard dernièrement. La bataille de l'île Blafard où Tyrion s'était fait bolos par Alitanar, alors que c'était pas lui qui était visé, mais c'était Clis qui a profité de ça pour bolos son frère et épargner Malekith qui s'était fait lui-même bolosser par Tyrion qui possédait l'épée de Cain. Je rappelle que Tyrion a pris la faiseuse de veuve, hein, l'épée de Cain, l'arme dans l'hôtel de Cain. Et mis à part le fait que Malekith s'est fait défoncer, il s'est fait téléporter par l'Iléate avec Teclis et Caradrian, les 3 survivants de cette bataille, à l'hôtel d'Azurian. L'hôtel d'Azurian, qui je le rappelle est au nord de Loterne. Et ils se sont fait assiéger en quelques jours à peine. Donc c'est-à-dire les gardes Phénix qui protégeaient l'endroit, Caradrian qui était là-dedans, Teclis qui était présent et Malekith qui était là, se sont fait assiéger par Esline. Esline, je rappelle, qui est le chef de l'armada haut elfe qui est dans la mer intérieure. Alors, je vais vous remettre la carte d'Ultuan, bien sûr, parce qu'on est toujours sur Ultuan. Tout se concentre sur Ultuan et c'est le boxon. Donc, Shrine of Azurian, ici même, l'hôtel d'Azurian qui est ici, avec justement cette fameuse mer intérieure qui est là. La mer des rêves qui est ici, et cette mer intérieure, après être passé par Loterne en poursuivant justement les elfes noirs qui, rappelez-vous, étaient en Illyrion, Esline a entendu parler que voilà, Malekith se trouverait à l'intérieur de l'hôtel d'Azurian, et il assiège cette île, la fameuse mer intérieure, voilà c'est ça. Et on s'est laissé la semaine dernière au moment où Malekith poussé un petit peu par le devoir et la révélation qu'il était le vrai roi phénix légitime depuis le début, rentre dans l'intérieur de la flamme d'Azurian, la dernière parcelle du pouvoir d'Azurian, parce que la flamme disparaît au fur et à mesure, et incroyable, mais au moment où il rentre dedans, on s'est laissé sur un cliffhanger terrible, on n'entendait que des hurlements de douleur et de terreur de Malekith. Salut Adibou. Et là, d'un coup, on a un espèce de flash forward. On a des semaines entières, plusieurs mois qui vont se passer en 2, 3, 4 pages. En 3, 4 pages maximum. D'ailleurs, qui a pu révéler que Malekith était à l'hôtel d'Azurian? Les gardes Phénix ne parlent pas. Qui aurait pu révéler ça? En fait, Scar, c'est scénario. Voilà. Salut Hippolyte le Pieux! J'espère que tu vas bien. Donc, on ne sait comment. Esline est en train d'assiéger l'hôtel d'Azurian, encore une fois. Esline, qui est un pro-elfe à la base, il est là parce qu'il sait que Malekith se cache à l'intérieur, mais le mec, ça ne lui pose aucun problème de bombarder et d'attaquer terrestrement les gardes Phénix et l'hôtel d'Azurian, parce qu'il sait qu'il y a Malekith dedans. Et la seule chose que l'on sait, lorsqu'on reprend le roman une page après, donc après avoir tourné la page pouf, chapitre 2, ce qu'on sait, c'est que l'hôtel d'Azurian a sombré dans la mer. Attendez. La forteresse des gardes Phénix entière a sombré dans la mer intérieure. Ça commence fort. Alors, juste avant, il se passe quelque chose, avant que, sous les yeux de Esline, foreshadowing, c'est ça. Avant que ceci se passe sous les yeux d'Esline, il y a juste un tout petit truc qui se passe lorsqu'il débarque avec ses troupes et que le reste continue de tirer là-dessus. Les centaines de dragons d'Imric attaquent. Et ils attaquent les hauts elfes d'Esline, parce que je rappelle que Imric est allié à Malekith. Il va falloir suivre. Je vous préviens, si vous n'avez pas vu les streams d'avant, vous n'allez rien comprendre. Donc, Esline, qui est sur des bateaux,
il se fait attaquer par des centaines de dragons envoyés par Imric, parce que lui aussi, Imric, on ne sait pas comment il le sait, il sait que Malekith est là. Cherchez pas, on ne sait pas comment ça se fait. Et les dragons quittent les lieux au moment où l'hôtel et la forteresse, je rappelle, des 10 000 gardes phénix sombrent dans la mer intérieure. Faut qu'il désactive la géolocalisation sur Snapchat, j'avoue. Et le dragon qui crache du feu, c'est super efficace contre les bateaux. Ouais, c'est sûr. Jason Momoa en Aquaman arrive, c'est ça. Donc on est déjà là sur en termes de changement de loristique, on continue à balayer et à écraser à coups de talon le lore des elfes. Hein. Et la seule chose, c'est qu'on n'a plus aucune nouvelle, plus rien du tout, plus aucun indice pendant plusieurs semaines, voire mois. On n'a plus aucun indice de Malekith. On ne sait pas s'il a survécu. Terrible. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui est arrivé à Teclis. On ne sait pas ce qui est arrivé à Caradhrian. La seule chose que l'on sait, c'est que Eslin, donc qui est, je le rappelle, le maître de l'armada des hauts elfes, est dans la mer intérieure avec toute son armada. Et le seul truc, c'est qu'après avoir quitté l'hôtel d'Azurian, Imric, toujours lui, prend l'Auterne. Avec ses centaines de dragons, il arrive à prendre l'Auterne, c'est-à-dire qu'il prend la citadelle portuaire majeure des hauts elfes. Je rappelle qu'il n'a pas combattu à l'île Blafard, Imric. Il était en train d'enterrer Istrana. Donc il est full power, il est avec tous ses dragons, il est en pleine forme, patati patata. Imric, il n'est pas devenu un peu pété aussi. Attends, on n'a pas fini. Je rappelle qu'Imric est dans le camp de Malekith. Hein. Donc Imric, qui prend l'Auterne, par ce fait, il conquiert Calédor, qu'il avait déjà, donc la région sud-ouest, la région sud, et il pousse même jusqu'à conquérir Tiranoc. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, le gars, d'un coup, il se réveille énorme et il conquiert deux territoires qui sont à côté du sien. Celui à l'ouest, Tiranoc, et celui au sud, Athènes. Il conquiert entièrement Athènes. Chose intéressante, pourquoi il a pris l'Auterne en premier? Parce que vu qu'il contrôle maintenant l'Auterne, Eslin, avec toute sa flotte, est bloquée dans la mer intérieure. Il ne peut plus ressortir et faire le contour d'Ultuan. Il est bloqué à l'intérieur parce que l'Auterne est trop bien défendu, même de l'intérieur. Donc ça arrange bien le scénario que l'armada, qui, je vous le rappelle, peut invoquer des wyrms sur les bordures de plage, voilà, il est un peu bloqué. Donc Eslin, il va faire les contours comme ça, il va tourner en rond, il va péter les câbles en se disant je peux pas tuer ceux que je veux, il faut que je poursuive les elfes noirs parce que moi ce que je veux c'est tuer les elfes noirs. Bref. Tiranoc est conquise, par contre Imric ne monte pas jusqu'à Nagarythe. Il laisse Nagarythe du côté justement de Alitanar, il veut pas s'en approcher pour pas que Alitanar le prenne comme une attaque. Ce qui fait que, comme le dit Kirkanos, qui est-ce qui règne sur la mer, sur les contours d'Ultuan, c'est-à-dire sur toutes les bordures? Eh bien, c'est Lokir, avec toutes les armadas elfes noirs, y compris les arches noires. Nagarythe, c'est danger. Ouais, Nagarythe, c'est danger, vu qu'il a déjà bolossé Tyrion. Hein. Et donc, Calédor, d'un coup, devient incroyablement puissant. Parce que, je vous le rappelle, pendant toutes ces semaines-là qui se passent, Tyrion, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Tyrion, il est en pleine convalescence. On ne sait pas. Apparemment, le tir de balise d'Alitanar, il rigole pas. Parce que dans le roman, c'est bien précisé que l'armure ne pète pas sur le tir de Alitanar à la bataille de l'île Blafard. Mais par contre, Tyrion, il est en PLS pendant 4 semaines. Voilà. Alors, est-ce qu'il est vraiment en PLS? Ou alors, est-ce que justement, il n'y aurait pas une idée et un truc en rapport avec Morathi et Kain? Ça, vous allez le voir après. Il se fait pépon par Morathi, c'est possible. C'est l'onde de choc, voilà, c'est ça. Une fois donc que Tiranoc est prise, Calédor consolidé et Athènes enfermée, eh bien, Imric, par la toute-puissance de ses dragons, eh bien, fera absolument tout pour reconquérir Ultuan. Je rappelle que Tyrion et son armée, ils sont à Shras, hein. Ils sont au nord, ils sont sur le territoire de l'île Blafard, ils sont massés là-bas, justement. Imric, en moins de 2 mois, va conquérir Sapheri,
ivresse est monté jusqu'à Kotick. Donc le gars, hein, littéralement, il a bolosse tout le monde. Il bolosse absolument tout le monde, Imric. Incroyable. Incroyable. Bon, par contre, il bolosse, mais il bolosse un peu sec. Voilà. Il bolosse un peu sec, c'est-à-dire que les seigneurs aux elfes qui ne le suivent pas parce qu'il est plus puissant qu'eux, etc., ben, ils voient Imric, qui, je le rappelle, est officiellement déclaré comme un traître. Il le voit encore plus comme un traître. Donc ça fait vraiment une énorme cassure dans la politique aux elfes à ce moment-là. Vraiment, aux elfes et elfes noirs ne veut quasiment plus rien dire à partir de là. Voilà. Parce que ça fait déjà longtemps, là tu vois tout mélanger, tu fais oh là là, j'y comprends plus rien. Mais bien entendu, ça va poser problème à un moment. Bien évidemment, Imric va continuer d'avancer en direction de Kotick et à partir de Kotick, qui c'est qui revient après des semaines entières où Imric était à 100% de son pouvoir, arrivé à bolosser tout le monde. Qui c'est-il donc qui revient? Eh bien sûr, c'est la fin des haricots, c'est la fin du match. Tyrion. Tyrion réapparaît à partir de quelques semaines après, après la reconquista, entre guillemets, de Imric. Voilà, Imric bolosse tout le monde. Ah oui, on peut le mettre. Cependant, là, c'est vrai qu'il y a un cependant. Là, il y a un cependant. Tyrion réapparaît. Tyrion réapparaît et il y a un énorme face-à-face. Il y a un énorme face-à-face. Imric ne s'enfuira pas. Imric ne s'enfuira pas et Imric, eh bien, fera un face-à-face, même d'ailleurs, un one by one contre Tyrion. Et vous vous rappelez, hein, vous vous rappelez que Tyrion, avec l'épée de Kain, possédée par Kain lui-même, le gars, mis à part le fait qu'il a perdu son casque, il a bolosse Malekith. D'accord? Il a perdu son casque, il s'est pris des flammes enchantées dans la tronche, mais m'aura-t-il à soigner parce que what the fuck les scénarios. Mais c'est tout. Il a juste perdu son casque dans le duel Tyrion-Malekith. Donc vous voyez quand même que Imric, lorsqu'il voit arriver Kain lui-même, parce que c'est même plus une incarnation sur Terre, c'est Kain lui-même qui est là. C'est littéralement le dieu Kain enfermé dans le corps de Tyrion. Il a totalement embrassé sa voix. Il y a un énorme face-à-face. Et Imric arrivera non seulement à ne pas mourir lors de cette rencontre, à ne pas mourir, mais en plus va réussir à percer l'armure dragon d'Aenarion de Tyrion. Il va réussir à la percer et à blesser Tyrion. C'est littéralement le premier depuis le début des romans qui arrive à blesser Tyrion, officiellement, à même péter son armure. On rappelle que 4 démons majeurs n'avaient pas réussi à percer l'armure, hein, quand le chaos était à son prix. Voilà, c'est ça. Le mec qui n'a pas pu venir son ascension, c'est ça. Enfin, il a des couilles. Voilà, c'est ça. On connaît le point faible des dragons, c'est normal, c'est ça. Le scénario qui t'explique qu'en fait Imric est plus puissant que le roi Félix légitime depuis le début, blablabla. Voilà, c'est ça. Alors que Malekith, il lui fait rien. Alors que Malekith, hein, il lui arrache juste son casque. Ça y est, Imric sert à quelque chose. Bien sûr, c'était son moment, hein, bien évidemment. Il perce l'armure d'Aenarion portée par Tyrion. Il blesse Tyrion. Et par contre, après, il se fait défoncer, on y met d'accord. Son dragon se fait défoncer. Il tombe au sol et il est sauvé par le sacrifice de 3 autres princes dragons sur leur monture qui attaquent Tyrion, laissant le temps à Imric de s'enfuir. Mais se sacrifiant, il perdra 3 seigneurs dragons dans ce combat. Et justement, le fait que Imric a blessé Tyrion, c'est officiel, il a blessé Tyrion, eh bien Imric va devoir se rapatrier en Loterne, parce qu'Imric est quand même blessé après cette bataille, mais Tyrion aussi. Et Tyrion va perdre du temps par rapport à tout ça.
Et tout ça s'est passé donc au niveau de Kotik, et à partir de là, Imric blessé, il n'y a plus aucun général chez les Hauts Elfes qui peut tenir le coup, qui a le charisme suffisant pour le faire, et surtout les moyens militaires de le faire. Et c'est là que les armées de Tyrion, commandées par des seigneurs Hauts Elfes qui sont tous plus fous les uns que les autres par l'incarnation de Cain qui émane de Tyrion, hein, ils sont rendus fous de sang. C'est à partir de là que nous avons les seigneurs what the fuck sortis du cul. On ne sait pas d'où ils viennent. Qui sont ces gens-là? Alors, je vais juste relire parce que même moi, je les ai déjà réoubliés. Malekith n'est pas général d'armée? Oui, mais il n'est pas là. On ne sait pas où il est. Il y a les princes d'Alroth et d'Anor. Alors, d'Alroth et d'Anor, ce sont deux frères qui ont une sœur qui s'appelle Adrana. Tous les trois des hauts elfes, qui, les deux frères, donc d'Alroth et d'Anor, ont vendu leur père, qui était loyal au roi Phénix, à Tyrion. Tyrion qui l'a décapité et pendu par les pieds derrière, et qui a valorisé d'Anor et d'Alroth, et qui fait d'eux des seigneurs hauts elfes de Cain. Donc voilà, en gros, ils nous implantent ces personnages-là parce qu'ils avaient plus d'idées de personnages légendaires. Alors qu'on se rappelle, quand on a commencé Cain, c'est pas les héros légendaires qui manquent chez les elfes. Mais bon. Il y a un dernier seigneur légendaire aussi, qui est à côté, un dernier personnage que nous connaissons, qui est aux côtés de Tyrion et de Morathi, parce que je me rappelle que, elle est jamais loin maintenant, hein. Elle est jamais loin de Tyrion. Elle ne le lâche d'ailleurs même plus. C'est même officiel qu'elle est sa concubine, voire sa reine. Tyrion, depuis qu'il a réapparu et qu'il a battu Imric, même s'il a été blessé, il est reconnu par son armée et il se dit roi Phénix lui-même. D'ailleurs, les seigneurs de son armée hauts elfes qui le suivent depuis le début, qui commencent à bien se soumettre à Cain, quand il dit qu'il est roi Phénix, il y en a 2-3 qui ont gueulé du genre « Non mais attends, t'es pas passé par la flamme, tu peux pas dire que t'es roi Phénix ». Et bizarrement, le lendemain, on les retrouve pas, ces seigneurs. Ou alors, ils ont changé radicalement d'avis comme s'ils étaient envoûtés. Ah pardon, je vais faire le zoom là-dessus parce qu'après vous allez être dégueulasse. Hein. Mais voilà, on sait d'où vient cette voilà. Voilà. Elle se montre ouvertement comme Morathi. Ah non, elle est vraiment Morathi. C'est vraiment elle-même. Hein. Il n'y a aucun artifice sur elle. Elle apparaît comme Morathi. Et il y a un dernier personnage. Par quel moyen l'envoûtement? Non, on ne veut pas savoir, arrêtez. Et il y a un dernier seigneur qui, lui, va justement beaucoup changer, c'est Coril. Il n'en a plus rien à foutre, littéralement. Enfin, si, il en a beaucoup à foutre, mais c'est autre chose. Coril, justement, je rappelle Coril, capitaine des Lions Blancs, qui souffre énormément de la perte de Finubar parce qu'il était censé le protéger, le roi Phénix d'avant, qui n'a pas arrêté de suivre Tyrion depuis qu'on a compris que Finubar est mort. Et justement, Coril a suivi Tyrion depuis Lothern au moment de la découverte de la mort de Finubar. Il était là pendant les batailles d'Ellyrion, il était là pendant la bataille de l'île Blafard, et il était là aussi pendant la bataille de Kotik. Et Coril voit de plus en plus qu'il est dans le mauvais camp. Il commence vraiment à le comprendre. Il voit les massacres totaux et horribles que sont faits par Tyrion et les deux autres là, d'Anor et d'Alroth, parce qu'on ne sait plus qui c'est, mais on s'en rappelle. Il sait quand même que c'est Morathi, il la reconnaît, mais il est à la fois quand même sous l'influence de Cain, il a suivi l'appel du sang, Coril, mais aussi il est toujours un petit peu sous l'influence de Morathi, parce que Morathi émane d'un pouvoir envoûtant qui, je le rappelle, même si tu la regardes et tu comprends que c'est Morathi, tu te sens obligé au bout de 3 secondes de bouger les yeux et tu l'oublies presque dans la seconde. Quand tu fais numéro 1 et Cain, c'est un peu chaud. Voilà, c'est ça. Mais le gars, quand même, commence à avoir des idées et se dit non, en fait, ce que je fais n'est pas bien. Il commence à avoir des doutes, jusqu'à même ne plus vouloir servir Tyrion. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, il est sous l'emprise de Cain et il est sous l'emprise de Morathi. Et il va tout faire pour essayer de s'en décrocher. Comment il va faire? C'est très simple. Il va demander à Tyrion de faire la reconquête contre les troupes d'Imric. C'est-à-dire que, encore une fois, ça change de bascule, hein, etc. Coril va être envoyé par Tyrion et par Morathi au sud, parce que je rappelle que Coril, c'est un chef militaire reconnu, il est ultra puissant, très stratège. Il est envoyé au sud
à travers Ivresse, à travers toutes les conquêtes au sud-est d'anciennement Imric, pour reconquérir justement le territoire au nom de Tyrion. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire, et vu que Tyrion a été blessé par Imric qui doit rester en Cotique, c'est Coril qui va tout reconquérir au fur et à mesure, et qui va, dans l'horreur qu'il fait, parce que je rappelle qu'il recombat des hauts elfes, dans l'horreur de ce qu'il va vivre, Coril va quand même, par le fait de plus être en leur présence H24, il va commencer à quitter sa servitude envers Kain et envers Morathi. Il va avoir beaucoup de mal, mais tu vas comprendre que ce personnage va commencer à vraiment arriver à sortir de l'influence de Kain et de Morathi, parce qu'il a conscience, en fait, au fond de lui, que ce qu'il fait n'est pas ce qu'il veut faire. C'est Coril lui-même qui fait la demande. Oui, c'est lui qui fait la demande. Il demande à ne plus être sur place. Et justement, rappelez-vous, je vous ai parlé des deux frangins qui ont vendu leur père pour que Tyrion se défoule dessus, mais j'ai parlé aussi que les deux frangins, ils avaient une sœur. Et cette sœur, alors elle s'appelle Adrana. Adrana. Personnage totalement random. On n'en a jamais entendu parler dans le lore. Adrana avec ses deux frères, d'accord, hein. Les deux frères vendent son père et se soumettent à Tyrion et à Kain, mais total. Et la fille, donc Adrana, elle est même pas soumise à Kain. Non, encore pire. Elle devient un jouet. Vous imaginez ce que vous voulez. Elle devient un jouet de Morathi. Elle est formée aux arts magiques. Elle devient une sorcière de Gronde, si vous voulez, mais elle devient aussi un espèce de jouet où elle danse, etc., soumise à la puissance du pouvoir d'Ekarty qui est en Morathi. Elle vient d'où celle-ci? C'est la sœur des deux frères. Et Adrana est envoyée en espèce de messagère du genre « Attention, Morathi et Tyrion arrivent, ils se sont remis enfin de la bataille, ils vont revenir, il faut que tu avances vers Loterne. » Elle va rejoindre Coril, Adrana va rejoindre Coril, et lorsqu'elle va rencontrer Coril, on va comprendre que Adrana a réussi, par miracle, à ne pas être totalement soumise au pouvoir de Morathi, et qu'elle a même la capacité de créer un envoûtement capable d'empêcher Coril et elle d'être à nouveau resoumis à Kain et à Teclis, à Kain et à Ekarty. Un perso random arrive à créer un contresort qui empêche Morathi de la contrôler mentalement. Je rappelle que Morathi a quand même réussi à retourner. Morathi, en simple palabre, a réussi à retourner des demi-dieux dans le lore. Non. Là, par contre, c'est non. Là, je suis désolé, mais là, je ne peux pas. Tu peux le compter pour deux, celui-là, Scar. Celui-là, moi, je peux pas. C'est non. C'est un non. Celui-là, désolé, Adrana, j'ai même pas. J'ai rien. Si, j'ai un truc pour la représenter au pire, mais on attendra tout à l'heure. Mais voilà, c'est du what the fuck. Du what the fuck. Elle a retourné la moitié de l'armée la plus loyale de Malekith, mais t'inquiète. Oui, voilà. Ils ont fumé de l'ail. Voilà, c'est très compliqué là. Là, à ce moment-là, je fais quoi? Même pour le perso de Morathi, je trouve ça insultant, tu vois. Et pourtant, je déteste Morathi, mais quand même. Si voilà, nous aussi, on peut créer des persos cheatés qui sont du. Non, mais voilà, c'est vraiment un personnage. C'est littéralement ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, ce genre de personnage, j'ai pas envie de le créer, tu vois. Faut vraiment le jingle de la magie de Seb DJ. Oh, oui, c'est vrai, j'avais dit que je le faisais cette semaine. Ah, j'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Désolé. Donc, mis à part ça, allez, on se reconcentre un peu. Mis à part ce fait qui est aberrant pour moi, Coril assiège donc Loterne. Il assiège Loterne, parce que rappelez-vous qu'il a refait toute la reconquête. Il assiège Loterne le temps que Tyrion et Morathi reviennent par ivresse. Chose intéressante,
Lorsque Tyrion et Morathi repassent par Ivresse, donc ils redescendent du nord, hein, ils passent par les côtes d'Ivresse pour rejoindre après le territoire des Athènes et finir d'assiéger Loterne avec Coril. Bientôt une rediff YouTube de ces merveilleux lives. Oui, demain, vous en avez demain, Inspecteur Ibarra. Demain, vous en avez promis. Le seul truc, c'est que on voit que c'est pas non plus seulement le bonheur entre Tyrion et Morathi, parce que Ivresse, hein, qui est mon territoire préféré d'Ultuan. Ivresse est déclarée lorsque Imric passe dessus avec son armée et que Coril repasse encore dessus derrière. Ivresse est déclarée en fait comme totalement abandonnée à son propre sort, sans plus personne qui vive dessus. Les habitants sont dévorés par les démons qui vivent dans les brouillards d'Ivresse, parce qu'il n'y a plus personne qui protège les brouillards et donc les démons s'en servent de porte démoniaque pour passer. Cependant, vu que c'est des démons qui sont dans les brouillards de Ivresse, Tyrion qui passe par là s'en moque, il ne veut pas outrepasser ses droits de Kane là-dessus, parce que le territoire est déjà détruit de toute façon. Morathi, qui se sent plus pissé, va littéralement devant Kane, parce que Tyrion est Kane, hein, devant toutes les armées ou elfes soumises à Kane, elle va s'amuser à choper les âmes des défunts d'Ivresse qui sont partout, hein, les armées d'Ivresse se sont fait défoncer, toutes les âmes d'Ivresse, des habitants de Ivresse qu'elle peut choper, et elle va les donner aux démons de Slaanesh et pactiser avec eux, devant tout le monde, comme ça, officiel. Elle va littéralement faire des pactes avec les démons des brumes, en donnant les âmes des elfes. Devant Tyrion. Pas le mouvement le plus judicieux pour la pupute numéro 0 du monde de Warhammer, on est bien d'accord. Et ce fait, justement, c'est ballsy. Ouais, c'est très ballsy, mais malheureusement, Tyrion va le voir, ça, et Tyrion va lui bolosser la tronche. Il va la foutre au sol, il va lui foutre un coup de gantelet, il va la tenir comme pour l'étrangler, et il va commencer à lui murmurer un truc à l'oreille dont on ne sait pas ce qui va être dit, parce que je pense que même les auteurs ne savaient pas quoi dire de ça. Et tout simplement, elle va arrêter de faire ça après. Mais quand même, elle se sent plus pissée, hein, Morathi. Salut Girio, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Il y a bien un moment où on va lui revenir dans la gueule, non? Peut-être à la fin du roman, peut-être. Ah, le déplacement des armées dans la fin des temps rivalise avec ceux des armées de Game of Thrones dans les dernières saisons. C'est ça, Baragvar. Arrête ça ou je te frappe 2 fois plus fort que ce soir. Super de jouer à cette carte. Ah c'est pas très drôle ce qui s'y passe, l'Algérie en ce moment. Arrête ou ceinture de chasteté, voilà c'est ça. Donc, mis à part ce petit contretemps, pour l'instant ils sont au niveau de Ivresse, les armées de Tyrion et de Morathi. Coril, comme je vous l'ai dit, est en train d'assiéger Loterne. Il est en train d'assiéger Loterne et il n'est pas seul, bien sûr, en train d'assiéger Loterne. Il y a, rappelez-vous, ceux qui sont enfermés dans la mer intérieure de Ultian, il y a l'armada d'Esline, qui essaie de briser le siège que lui pose Loterne en aidant Coril. Et lors de cette bataille, justement, qui c'est-il qui va arriver à la rescousse? Hein? Parce que Loterne, elle a été reprise par Imric, mais Imric, il est blessé. Qui c'est-il qui va arriver après presque 2 à 3 mois de convalescence? Hein? Qui c'est qui va sauver la solution? Oui, vous l'avez tous, évidemment. Le fils prodigue, ou pas, hein, bien sûr. Karl Franz. Les nains, bien sûr. Et bien, c'est Malekith. Le roi Phénix. Malekith en tant que roi Phénix, avec le florilège de chevaliers dragons de Imric qui l'ont rejoint, on ne sait pas trop comment. Malekith va arriver avec l'armée de Imric pour briser le siège. Et à ce moment-là, Malekith n'est plus le même. Malekith possède littéralement une aura de puissance totale, littéralement,
qui le représente en tant bien que roi phénix. Il a sur lui, sur le front, je rappelle que les rois phénix, comme Caradhrian par exemple, ils ont la rune d'Azurian flamboyante sur le front. Donc il émane du pouvoir d'Azurian. Son épée, vous vous rappelez, son épée qui a été détruite par l'épée de Kain, alors que son épée s'appelle la Destructrice, elle est capable de détruire les artefacts magiques des autres adversaires. Donc l'épée qui a été brisée lors de la bataille de Liblafard, bien sûr, est brisée. Cependant, vu qu'il est passé roi phénix, son épée a été reforgée magiquement par le feu d'Azurian. Et qu'aujourd'hui, c'est une épée de feu. Il s'appelle toujours la Destructrice. Au pire, vous pétiez pas son épée et on en restait là. C'était... Et ce feu d'Azurian, est-ce qu'il fait le café aussi? Eh bien justement non, Wildebar. Il ne fait pas totalement le café. Alors, lorsque Malekith va arriver lors du siège de Lothern par Coril et par Aisling, Coril il sait que la bataille est perdue au moment où il voit les dragons arriver. Il dispose que de troupes d'infanterie ou d'archers. Vu ce qui tombe dessus, il va comprendre qu'il va se faire bolos. Surtout qu'en plus, il a vu à Lothern, Coril, lorsqu'il assiégeait la ville, il a vu toutes les troupes d'Ultuan survivantes, des mecs d'Avelorn, des mecs d'Elerion, des mecs de Tiranoc, des mecs de Shras qui avaient survécu, des mecs de Lothern qui combattaient ensemble. Donc ils se sont dit putain, mais comment ça se fait que autant de monde ait suivi Imric? Comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui soit rebelle au nom d'Imric? Et lorsqu'il voit l'espèce d'incarnation du roi Phénix qui arrive, il fait ok, bon bah j'ai perdu, c'est fini. Mais le truc c'est que les membres de l'armée de Coril, qui rappelez-vous étaient sous l'influence de Kain, mais ça fait des semaines qu'ils n'ont pas vu Kain, donc tout va bien, ils sont déjà un peu mieux soignés. Lorsqu'ils voient la moitié d'entre eux, lorsqu'ils voient arriver le roi Phénix sur son dragon, qui s'est soigné bien sûr, la moitié tombe à genoux. La moitié de l'armée de Coril tombe à genoux et prie en se disant « Ah mon Dieu, il est là, le roi Phénix est face à nous, incroyable, oui, on a gagné !» Et ils remettent les armes et ils rejoignent le camp de Malekith. Tandis que l'autre s'enfuit avec Coril. Et Aisling, bien sûr, quand il voit Malekith arriver avec les dragons, il fait bon, bah j'ai perdu aussi, tant pis, je m'en vais avant de perdre tous mes bateaux. Donc voilà. Ouais, ça fait 1 heure, c'est déjà long, c'est déjà long pour moi. Norman, c'est Azurian en personne. Mais voilà, le mec, il émane d'un pouvoir d'Azurian. Mais comme tu le dis, le feu d'Azurian, bah voilà, en fait, il a qu'à se montrer et les gens sont soignés de Kain, comme dit Wildebar, ça fait le café, quoi. Eh bien non, parce qu'il reste le roi sorcier. Il est toujours dans son armure. Il est toujours dans son armure de minuit, qui, je le rappelle, est enchantée pour provoquer la peur chez les adversaires, mais il a aussi l'aura d'Azurian qui le rend incroyable. Et en fait, la plupart des elfes qui le suivent en tant que roi Phénix, et là je vous dis vraiment, la plupart des hauts elfes, c'est-à-dire 80-90% des hauts elfes qui voient Malekith, en fait, ne voient pas Malekith comme vous le verrez là, avec la rune d'Azurian brûlante et une espèce d'aura qui brûle. Non. Teclis, derrière, est toujours présent, presque en tant que super conseiller de Malekith, et crée des illusions visibles pour que l'armure de minuit de Malekith paraisse moins violente et moins horrible, moins imprégnée de peur. Et grâce à cet enchantement constant de Teclis, Malekith arrive à un peu moins faire peur aux elfes. Par contre, Malekith reste Malekith. C'est-à-dire qu'il est violent, il n'a aucune patience, il ne supporte pas la politique aux elfes. Il est un tyran, c'est un tyran Malekith. Ce qui fait que très rapidement, il va ordonner des mises à mort, il va envoyer chier des généraux. Très rapidement, il va y avoir même des assassinats tentés contre lui. Les hauts elfes comprennent que ça reste Malekith. Malgré tous les bonheurs du monde, non, ça passera pas. Il y a énormément de dissensions. Jusqu'au moment où Imric va revenir, va se plaindre de la tyrannie de Malekith et ça va calmer le jeu. Je vais très vite, mais parce que là, je vous épargne 2 pages où Malekith s'entend pas avec les hauts elfes. Tu m'étonnes que le mec s'entend pas avec les hauts elfes.
Mais c'est plié en 2 pages. Voilà, c'est plié en 2 pages parce qu'ils font confiance à Imric et Teclis qui sont à côté de lui. En tant que elfe, ils se disent ouais, ces deux-là sont quand même pas mal. Alors que tu as un traître officiel depuis la trahison et l'attaque de Malekith et un autre qu'on n'a pas vu pendant des mois. Ça donne l'impression que devenir roi Phénix ne donne aucun développement au personnage à Malekith. Mais vraiment, malheureusement, ça lui donne vraiment aucun changement. Il reste un tyran. Même s'il fait des efforts. Tu sens qu'il essaie de faire des efforts. Il y a même, alors vraiment officiel, genre la noblesse de Ultuan. T'as Teclis qui arrive face à eux et qui leur dit « Je suis Teclis, croyez-moi, je suis le maître du savoir et le maître de la tour de Haut-Elfe, je suis le plus puissant mage que vous avez au monde en tant que Haut-Elfe. Eh bien, sachez que dans les grimoires de la tour de Haut-Elfe, il existe un secret qu'on a toujours gardé pour nous, le secret que, en fait, Azurian et Kain sont la même personne. Et regardez, Malekith en est l'incarnation. Azurian et Kain ne forment qu'une seule et même personne. C'est dans les écrits de la tour de Haut-Elfe. Depuis le début, on le savait, mais on l'a dit à personne pour éviter de faire peur. Croyez-nous, croyez-le, cette légende est vraie. Et c'est un bullshit complet. Et ça passe. Parce que c'est Teclis et qu'il y en a qui lui font confiance. Beaucoup lui font confiance. Mais on en est à ce niveau-là. Pour que Malekith soit accepté, il faut du mytho non-stop. H24. Par sortilège et par parole. C'est magnifique. Et justement, bah, c'est logique. En même temps, 5000 ans de guerre, c'est pas comme ça, quoi. Il y en a même beaucoup qui disent, est-ce que Malekith est vraiment honnête ou alors est-ce que l'hôtel d'Azurian, qui je rappelle est détruit, n'a pas été détruit parce que justement Malekith l'a pété. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de truc comme ça? Ça, bien sûr, on ne le saura pas. Et vu que les belligérants des deux côtés, donc Malekith allié à Teclis et Imric, sont revenus à Lotern, et que de l'autre côté vous avez Tyrion et Morathi qui sont réalliés, et que Coril et Adrana ont rejoint, parce que rappelez-vous, ils les ont rejoints vu qu'ils sont en fuite. Ils sont repartis à l'est des Athènes, ils les ont retrouvés sur Ivresse. Coril et Adrana, donc les deux avec leurs sortilèges qui sont censés protéger ces deux-là de l'influence de Morathi. Eh bien, tout ce beau monde se dit, eh ben, au lieu de se refaire une bataille gigantesque comme on vient de faire, là en tant que Kain, en tant qu'Azurian, et hop, allez, c'est bon, on arrête tout, eh bien, il se passe quelque chose d'autre. Il se passe quelque chose d'autre. Coril, lorsqu'il revient avec Adrana face à Tyrion pour lui dire « J'ai échoué à Lotern, le siège n'a pas porté ses fruits », Tyrion n'a rien à foutre. Et d'ailleurs, Coril voit le vrai Tyrion, celui qui est habité par Kain, et non pas sous l'influence de Kain, parce que rappelez-vous, il est protégé par le sortilège de l'inconnu. Et Tyrion lui dit non mais c'est pas grave, on s'en fout de Lotern, on s'en fout de la guerre contre Malekith. Et là, je suis désolé. Et là, alors que le mec, je le rappelle, depuis le début, ce qu'il veut, c'est buter Malekith. Ensuite, c'était récupérer l'épée. Certainement après, c'est rebuter Malekith parce qu'il se redirigeait vers Malekith, vers Lotern, etc. Tout d'un coup, Tyrion en fait change ses plans. Il change ses plans. Il annonce à tout le monde, stop, on arrête la descente vers Athènes, Lotern, où il y a tous les traîtres vers le sud. Et on remonte Kotik. On repasse par la porte du Phénix. Et il se dirige vers Avelorn. La demeure, je le rappelle, de la Reine éternelle. Comprenant qu'il se dirige vers Avelorn, les forces de Malekith et tout se disent oh là là, il est parti vers Avelorn, ça pue la merde. Vite, il faut qu'on se dirige vers Sapheri. Et ils vont être ralentis par la flotte, rappelez-vous, d'Esling. Ce qui fait que Tyrion se dirige vers Avelorn parce que tout d'un coup, il a un désir brûlant en lui. Il veut récupérer sa femme. Cependant, sa femme, je vous le rappelle, sa dulcinée, c'est Alarielle.
Alarielle, la reine éternelle, celle qui l'a sauvée des griffes de Enkari et de Malekith lors de la bataille de Finuval, et même d'avant la poursuite de Enkari et l'incarnation du chaos d'Asavarkul, qui est partie, je le rappelle, depuis le début de la fin des temps, au moment même où la fille de Tyrion et de Alarielle a été faite prisonnière par Malik. Putain, Manfred, je vais avoir du mal avec les personnages à un moment. Hein. Bref, elle était partie en Athel Lorraine négocier. Elle a sauvé Ariel en fusionnant avec elle. Elle a avalé le pouvoir d'Ariel. En fait, le pouvoir d'Isha. Elle est devenue donc l'incarnation de Isha, la déesse de la vie, qui est la femme de Kurnus, le dieu de la chasse, et qui rend jaloux Cain dans le panthéon des dieux. Et tout simplement, Morathi, qui voit Tyrion dire « Je veux récupérer ma femme parce que je la veux, je l'aime, je veux la bang », Morathi n'aimait que des sourires. Des sourires malicieux. Et franchement, moi je sais pas comment. Je sais, à moins que je l'ai survolé dans le bouquin, mais j'en pouvais plus. Alarielle, en fait, elle est en Avelorn. Elle est revenue en Avelorn en tant que reine, enfin, reine éternelle de Ultian, mais surtout en tant que Ariel mêlée, Isha. Elle est en Avelorn, et c'est pour ça que Tyrion se dirige vers elle. Parce que Tyrion, étant habité par Cain, veut voler Isha, habitant Alarielle, à Kurnus, habitant dans Orion. Sauf que ça aurait été dur, en termes de scénario pour les écrivains, de faire traverser l'armée de Tyrion jusqu'en Athel-Lorraine. Il aurait fallu traverser les Stali, il aurait fallu traverser la Bretonie, il aurait donc fallu parler de l'Estali-Scaven, ensuite de la Bretonie, Gilles le Breton, chevalier de Sinope-Mécouille, et ensuite aller en Athel-Lorraine, parce que Tyrion, il n'a pas la connaissance d'aller dans les racines du monde. Morathi aurait peut-être pu le faire, mais ils auraient dû l'oublier. Et ils font tout popper en Avelorn. Voilà. Elle est rentrée à la maison, quoi, à l'Ariel. Bonjour. Vous vous rappelez, en fait, j'étais la reine éternelle, j'ai disparu depuis 2 ans. Ma fille est morte. Mon mari officiel, donc Finubar, est mort depuis 3 ans. Mais moi, je suis full power, là. Là, j'ai bouffé ma cousine. J'ai le pouvoir, littéralement, de la déesse mère des elfes en moi. Je reviens en Avelorn. Au moment, hein, comme par hasard, où Tyrion est devenu Cain, tu vois. Vraiment, la danse divine est présente. Sauf que, bien sûr, elle est parvenue toute seule. Oui, elle est parvenue toute seule parce qu'en elle, il y a Ariel. Donc il y a la reine des elfes sylvains. Ce qui fait qu'en fait, Alariel, à ce moment-là du roman, elle est plus reine éternelle, elle est reine d'Ultuan et d'Athel-Lorraine. Elle est farmée de l'XP. Ah, littéralement. Hein. Donc là, Alariel, en termes de step-up, elle est reine super éternelle. Ah bah littéralement, là, elle est déesse éternelle même. Donc là, en termes de step-up, elle a pas rigolé. Bien entendu qu'il va y avoir un face-à-face. Rapidement, Tyrion, avec son armée intégrale, avec Morathi, avec Coril, avec l'étrangère Adrana et ses 2 frangins d'Anor et d'Alroth, avec leurs armées, vont se diriger en forêt d'Avelorn parce que Tyrion n'en a qu'une envie, récupérer Isha. Il veut bang Isha, il veut récupérer Alariel. Et Morathi a l'air ultra OP. Et c'est là qu'on va avoir la bataille de ce début de chapitre. La bataille de Withlan, ou de Whitland, où vous allez avoir un face-à-face Tyrion, Morathi, plus Coril, plus les 3 frères et sœurs là, contre Orion, Alariel, Durtu, Aralot, Deith et Neith, ceux qui connaissent les elfes sylvains. Donc, on a 3 héros légendaires contre 6. Non mais ça c'est cool, sur le papier elle vend du rêve la bataille.
La bataille est insane. Vraiment. Je vous remontre un petit peu les listes d'armées. En gros, qui est présent lors de cette bataille? Donc, l'Host de Tyrion, possédé par Kain. Hein, je rappelle qu'il a l'épée de Kain. Hein. Ça fait trop de monde pour moi. Je vais vous les montrer. Donc, vous avez Tyrion. Regardez-le. Regardez comme il a l'air gentil, là, Tyrion. Regardez le Tyrion Kain, comme il a l'air ultra bien. C'est littéralement moi, quand on me parle le matin, que j'ai pas bu mon café, quoi. Regardez. Donc, Tyrion avec l'épée de Kain. Le fameux prince d'Alros, donc l'un des deux frangins dont je vous parlais. Regardez comme il a l'air gentil aussi. Le gars qui a vendu son père et qui, justement, a été soumis à Kain, littéralement. Voilà. Vous avez bien sûr Adrana, donc sa sœur, qui est suffisamment puissante pour créer des contre-sorts face à Morathi. Alors Morathi est présente, mais elle apparaît même plus dans le dessin parce qu'ils n'en ont plus rien à faire. Non, il n'a pas de moustache, arrêtez. Hein. Oui, parce qu'ils sont tous hyper émaciés avec la puissance de Kain. En fait, leur visage n'est plus que haine et mépris. Et après, vous avez des compagnies, on s'en fout un peu. Il y a des chevaliers de sang-froid, il y a des hommes d'argent, il y a des tristes, il y a des Ides, des Charybdis, il y a des sœurs de massacre. Il y a une seule troupe de sœurs de massacre. Il y a des lanciers haut elfes, il y a des cotres de Loterne. Bref, il y a du haut elfe et de l'elfe noir alliés ensemble. En gros, les troupes de Gronde et les troupes de haut elfe de Tyrion. Ça, c'est le côté méchant qui attaque. En face, tu as Alariel qui est avatar d'Isha. Tu as Orion, avatar de Kurnous. Donc déjà, ils sont à 2 contre 2 parce que tu as Ekarti dans Morathi, Kain dans Tyrion. Ensuite, tu as Kurnous dans Orion et tu as Isha dans Alariel. Et tu rajoutes Aralot. Rappelez-vous, c'est l'elfe qui est juste allé de son vivant dans le jardin de Norgol et qui est revenu en vie. C'est le favori de l'Iléade, c'est son homme. Tu as Naïs, la prophétesse, qui, dans le lore des elfes sylvains, est la seconde d'Ariel, tellement elle est puissante. Et tu as Deith, qui est un elfe forgeron aveugle. Pour ceux qui connaissent le lore des dieux elfiques, voilà. Et t'as fucking Durtu. Et dans tout ça, tu n'as pas les sœurs du crépuscule. Tu n'as pas Nestra et Aran. Alors, en tant que défenseur du lore, Ariel à l'Ariel, mélangé qu'importe, Isha, qui sort d'Atel Lorraine pour aller à l'endroit de son ennemi juré, Kain. Nestra et Aran ne la suivent pas. Durtu qui est plus vieux que les elfes eux-mêmes. Oui, Durtu qui est plus vieux que les elfes, hein, littéralement. Il est plus vieux que tous les elfes réunis. Même techniquement, il a connu les dieux elfiques, lui, il est vrai. Le forgeron aveugle, il doit s'éclater les doigts sur son marteau. Non, tu sauras qu'il est pété, Deith. Deith, il est pété. En effet, c'est Vol. Vol, c'est un dieu elfique, lui aussi, Vol. Et en fait, tu comprends que Deith, tu vas comprendre dans la bataille que Deith, depuis le début, c'est Vol, en fait. Ou en tout cas, qu'il est l'incarnation de Vol. Il y a combien de vétérans de la première incursion du chaos dans le tas? Alors, des vétérans de la première incursion du chaos, tu as Durtu, bien évidemment, et tu as les dieux elfiques qui sont présents, et tu as certains de la cavalerie d'Orion, apparemment, qui ont connu la première incarnation qu'il a, Orion. Bon, c'est pas le chaos, mais quand même, c'est vachement vieux. Hein. Il y a vachement de dieux elfiques chez les elfes sylvains. Ben oui, techniquement, c'est les elfes primaires, les elfes sylvains. C'est les plus primaires de tous. Tout ce que portent les sœurs du crépuscule, c'est du Deith sur mesure. Tout à fait, c'est Deith qui a tout forgé chez eux. Deith en est un aussi. Oui, c'est ce que je dis, c'est Vol. C'est le forgeron des elfes, si vous voulez. C'est le dieu forgeron. Le dieu aveugle. Mais qui est un forgeron hors pair. Et cette bataille... Comment je peux vous la résumer, cette bataille? Alors déjà, tu as le face-à-face... T'as le face-à-face Tyrion à l'Ariel, qui se retrouvent, hein, qui ne se sont pas vus depuis des années, hein, littéralement. Rappelez-vous, elle était partie alors que leur fille était encore prisonnière. Sur table, ça doit être ça commencer quelque chose. Alors, vous le saurez, hein, sur la chaîne, je vous le rappelle, on a fait un morceau de cette bataille. On a fait la rencontre Orion-Tyrion, hein, sur la chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça, vous regarderez. Une grosse bataille qu'on avait fait, une 3000 points, je crois, de mémoire. Donc, je vous invite à aller la revoir, cette bataille. Il n'y avait pas tous ces héros légendaires, mais quand même, on a Orion et Tyrion sur la même game, face à face. Si vous voulez la revoir, bien sûr,
n'hésitez pas. Mais le début de la tension qu'il y a en fait dès le début de la bataille, c'est la rencontre Tyrion à l'Ariel, où Tyrion fait je vous veux avec moi, venez maintenant, vous m'appartenez. Et en face à l'Ariel qui lui fait mais jamais Tyrion m'aurait parlé comme ça, vous n'êtes plus lui, je vous renie, désolé, mais jamais je ne serai à vous. Tyrion qui fait non mais ta gueule, t'es à moi, tu te soumets et puis c'est bon, je suis Kane, c'est bon, t'es à moi, je te garde. Et il chat à l'Ariel qui va péter un câble et qui, en un seul, littéralement, claquement de doigts, va enraciner avec des racines magiques au niveau des talons, des chevilles, de n'importe quoi. Elle va enraciner toute l'armée de Tyrion. En un sort. En un sort, à l'Ariel, elle peut buter tout le monde là. Elle enracine tout le monde. Cependant, au moment où tu te dis mais ça va, ça y est, elle va le bolos, elle va le soigner, etc. Qui est-ce qui se met à éclater de rire en mode machiavélique, je suis méchant des vieux films des années 80, juste derrière? C'est Moratti. Et Moratti qui fait vous croyez être surpuissante, mais j'avais prévu quelque chose depuis le début. Et là, on va parler un peu du lore. Ariel, reine éternelle de Athel-Lorraine, avait une sœur, la femme de Malekith. La femme de Malekith a été assassinée par un prince ou elfe envoûté par Moratti parce que Moratti ne voulait pas que son fils devienne trop mou, ne récupère du bonheur. Ariel, reine éternelle d'Athel-Lorraine, a appris ça. Elle a appris ça. L'assassinat de sa sœur par Moratti, malgré tous les subterfuges qui se sont passés. Ariel, avec son armée d'Athel-Lorraine de Talcine, commandée avec, je sais pas si Aralot était déjà là, mais en tout cas avec ses armées ultra entraînées de Talcine, a emprunté les racines du monde, Ariel elle-même, et a fait le siège de la cité de Gronde, de la forteresse de Gronde de Moratti, et a bolossé la tronche à Moratti. Ariel est une demi-déesse à cette époque-là déjà, hein. Moratti n'est que Moratti. Et Moratti, au dernier moment, au moment où Ariel allait la tuer, la détruire définitivement, Moratti utilise son cheat code total, je suis la reine des elfes noirs et la reine des puputes. Elle va, en une parole très bien tournée, retourner Ariel en lui expliquant qu'elle peut lui apprendre la magie noire pour permettre de puiser de la puissance encore plus grande que la haute magie et donc de pouvoir soigner des racines du monde. Faisant plus tard plonger Ariel dans la folie, vu que la magie noire, même pour une demi-déesse, c'est dangereux. Moratti va s'en sortir comme ça, en ayant laissé une tache sombre de corruption dans Ariel, qui va au final, pendant plusieurs années, la corrompre et même foutre du bordel dans Athel-Lorraine. Ariel, après des années, mais vraiment des dizaines et des dizaines d'années, voire plusieurs siècles de folie et de soins où elle s'est enfermée dans le chêne des âges, complètement folle de chagrin d'avoir été corrompue, Ariel va s'être soignée, entre guillemets. Et à la 90e page de Kane, fin des temps, Games Workshop, le moment où Alarielle a fusionné avec Ariel et est devenue elle-même l'avatar de Isha, la déesse de la vie, et qu'elle vient de lancer un sort qui peut wipe out une armée entière, Moratti éclate de rire parce qu'elle avait prévu tout ça et qu'elle sait quand à l'Ariel, dedans, il y a encore un morceau d'Ariel, même s'il est concassé dans le pouvoir d'Isha, et qu'il y a donc encore un tout petit morceau de cette corruption qu'elle a laissé à l'époque. Et en un éclat de rire, Moratti ouvre la porte et sèche down à l'Ariel.
Elle la met au sol, elle perd la concentration de son sort et elle devient incapacitée pendant toute la game, pendant toute la bataille. C'est de la vodka hein, dans mon truc. Le chapitre 2, il n'y en avait plus rien à foutre. C'est beaucoup trop gros. Ça me choque pas tant que ça. Non mais voilà, comme dit Sinjeb au pire Quentin, au pire, ça permet de briser le sort, mais pas de takedown à l'Ariel en un seul coup. À l'Ariel, là, pendant toute la bataille, est au sol, battu par Moratti. Juste parce que Moratti avait prévu le coup qu'Ariel soit en un Ariel. Parce qu'elle dit, elle dit vraiment, j'ai prévu le coup. Hein. J'avais tout prévu. One tap, une déesse. Voilà. En même temps, c'est une déesse aussi, Moratti. Mais techniquement, Ekartine n'est pas plus puissante que Isha. Enfin bref, c'est plutôt équivalent, mais bon, pas. Bref. Il ne peut y avoir qu'un perso de cheaté sur cette île. Voilà, c'est ça. Et comment elle peut contrôler cette corruption? C'est Ekartine, déesse de la magie noire. La bataille va commencer à ce moment-là, au moment où Isha tombe au sol. Au moment où Isha tombe au sol, Aralot, il va foncer vers elle, il va faire « Oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? Allez-y, tuez-les tous, qu'est-ce qui se passe ?» Tyrion va dire « Tu t'écartes de ma femme, tu la touches pas. » Aralot, le tout petit elfe Sylvain, qui, je le rappelle, juste est allé jusqu'au chaudron de Nurgle et est revenu en vie, il lui fait « Va te faire foutre, me parle pas, canard. Ma déesse va pas bien, donc une déesse va pas bien, je vais pas te laisser la toucher. » Tyrion pète un câble, il lève son épée de Cain et il l'abat sur Aralot. Et Aralot se fait sauver par Orion. Et c'est à partir de là que tu as la méga bataille, Orion contre Tyrion, Durtu contre les elfes noirs, Daith au milieu, etc., etc., etc. Pendant que Moratti, littéralement pendant toute la bataille, Moratti, elle est en train de... Bzap, 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 zap, zap, zap. Je la fais très bien, je la fais très très bien. C'est pas sa déesse aussi. Oui, je sais, c'est pas sa déesse, mais c'est chaud de vous résumer. Et donc, lors de cette bataille, Dace, je vous rappelle Death, hein, Dace, pardon, on dit, je pense qu'on dit on dit avec l'accent. J'avoue, Moratti me saoule. Elle est vraiment trop pétée, quoi. Dave, donc ce personnage qui, je le rappelle, hein, on le comprend dans ce roman à ce moment-là de la bataille, il est l'incarnation de Vol sur Terre, il est l'incarnation du dieu forgeron des elfes, qui est un bretteur exceptionnel, hein, qui est incroyable. Il décapite des seigneurs elfes noirs et hauts elfes traîtres sans aucun problème. Il défonce vraiment, vraiment beaucoup de monde. Death qui avance peut-être un peu trop dans la ligne adverse, ou en tout cas personne n'arrive à le suivre, se retrouve à un moment dans la mêlée, entouré par les sœurs du massacre, donc les fameuses elfes noires, je vous rappelle, qui ont les masques de démons de Slaanesh sur le visage, avec leurs grands fouets, qui sont des unités rares elfes noires, championnes des massacres en mêlée. Elles commencent à l'encercler. Elles encerclent un dieu, un avatar de dieu. Même si c'est un dieu forgeron, ça reste un dieu, hein, on est d'accord? Aralot voit ça, donc le champion elfe Sylvain. Aralot voit ça, fonce avec ses écuyers de Talcine et ses lanciers de Talcine en direction de Death pour sauver ce grand héros d'Athel Lorraine. C'est un seigneur d'Athel Lorraine, hein, ce mec-là. Parce qu'il ne sait pas encore que c'est Vol. Et lorsqu'il arrive au cœur de la mêlée, Death est toujours en train de décapiter des sortes de massacres. Il les massacre toutes avec l'aide d'Aralot et de ses lances gardes éternelles. Incroyable, tu te dis putain, waouh, mais le mec il est trop fort. Bon, t'as compris toi en tant que lecteur que c'est Vol, mais Aralot ne le sait pas encore. Cependant, au moment où Aralot arrive à côté de Death pour lui dire bravo, vous êtes un grand bretteur,
Une sœur de massacre qui faisait semblant d'être morte se redresse et plante en plein cœur Death, tuant l'avatar de Vol comme ça. Après, si elle a réussi son jet. Pire mort de la fin des temps, et je pèse mes mots. Ah ben, Def est mort. Cthulhu qui fait moi. Non mais au pire que ça soit Tyrion qui le bute, quoi. Pitié. Ou Moratti qui le crame. Un dieu contre un dieu. Cette technique, c'est pas la première fois dans la fin des temps. En gros, elle s'est fait juste poignarder. Lui, il s'est fait poignarder, Dace. Ouais. Bien pourri pour se débarrasser du perso. Non, vraiment, ouais, c'est pourri pour un demi-dieu, quoi. C'est pourri pour un demi-dieu. Je suis désolé, la mort, elle est à chier, quoi. C'est l'aveugle qui est mort. Ah oui, c'est l'aveugle qui est mort. Il s'est fait... le demi-dieu Vol s'est fait tuer par une lambda. C'est pas Kane qui le balosse dans la légende? Si, c'est Kane qui le tue dans la légende. Il l'a pas vu venir, voilà. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Donc voilà. C'est un peu dommage pour un personnage comme Dace, je trouve, de mourir comme ça. Et justement, t'as Aralot qui arrive vers lui et qui fait « Oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous sauver? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et t'as Death, donc Vol, qui lui dit « Au moins, je ne l'aurais pas laissé lui me tuer. » Donc tu comprends qu'il était venu pour sa mort, mais qu'en fait, il n'a même pas réussi à faire comme dans l'histoire qui l'a précédé. Toutes les morts ne sont pas épiques. La preuve. Je suis d'accord, Adibou. Je suis d'accord. C'est très Warhammer, même, justement, de faire une mort à chier pour un personnage légendaire. Mais c'est un demi-dieu. Tu tues pas un demi-dieu avec un coup de couteau. Sinon, ça ferait des années que les autres seraient morts. Voldemort. Facile, hécatombe. Bref, c'est qu'un seul des trucs qui se passe dans cette bataille, bien évidemment. Dans cette bataille, vous avez évidemment le face-à-face Tyrion-Orion, qui est juste insane. Le face-à-face est incroyable. Hein. Le face-à-face est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Tyrion va couper un des bois de Orion, mais Orion va réussir à... Alors, si je ne me trompe, il réussit parce que l'épée de Kane brise sa lance, mais il arrive à reprendre la lame de sa lance et Orion arrive à planter Tyrion dans le trou qu'a fait Imric, au même endroit. Juste avant, il lui a bolossé la tronche, mais vraiment bolos sec, en lui pétant des côtes à travers son armure à main nue, Orion. Mais Orion sera tué par Tyrion après un énorme combat qui est franchement là vraiment à l'égal de la légende. Là par contre ils ne sont pas foutus de notre gueule pour ce qui est du combat. En même temps le dieu de la chasse contre le dieu du sang et de la guerre, il y a un avantage quand même pour Kane, ça c'est sûr. La chasse sauvage. Non mais vraiment c'est la chasse sauvage. D'ailleurs avant que Orion n'arrive, c'est toute la chasse sauvage qui affronte tous les chevaliers d'Orion, enfin de Tyrion, et qui défonce tout le monde. La chasse sauvage défonce les chevaliers de Tyrion et se font tuer par Tyrion à la fin, mais Orion finit les derniers chevaliers. En gros ils se sont annihilés leur propre force à main nue avant de s'affronter l'un et l'autre. Le combat est assez épique. Et après avoir tué Orion, Tyrion se redirige donc vers Alarielle, qui est en train de se faire soigner par Naïs. Donc Naïs, qui est, je le rappelle, la grande prophétesse qui était la meilleure élève de Ariel, qui n'a pas de figurine, qui n'a pas de lore, qui n'a pas de règles, qui est juste une énorme prophétesse super puissante des elfes sylvains, pardon. Et Naïs arrive à soigner Alarielle en arrachant la part d'ombre qui est à l'intérieur d'elle, alors que ça fait des siècles que la demi-déesse elfe sylvaine, reine des elfes sylvains, n'a pas réussi à le faire toute seule, mais Naïs arrive à le faire parce que what the fuck. Et que au moment où Tyrion arrive pour buter Naïs et prendre Alarielle, qui c'est-il qu'on appelle? Qui c'est-il qui arrive? Ben oui, évidemment.
Durtu. Durtu arrive. Durtu qui... Alors, là aussi, je le rappelle, Durtu, à la base, c'est l'un des 3 derniers anciens d'Athel Lorraine qui étaient là même avant les elfes, la descendance de la première des elfes qui était là sur le monde. Durtu qui a été blessé très 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 durement, on le voit à son visage, par les canons des nains lors des précédentes guerres et qui ne protégeait plus la vie mais ne représentait plus qu'un esprit de la bête incroyablement puissant et la force de la nature. Bah là on t'explique qu'il a été soigné parce que Alarielle et Ariel ont fusionné. Bon, ça c'est le pouvoir de Isha lui-même, il est capable de soigner des blessures anciennes et des cicatrices, je peux le concevoir. Mais bref, Durtu est revenu à une puissance incroyable et Durtu fait un face-à-face avec Tyrion. Il empêche Tyrion de tuer Naes, qui lui permet donc de sauver Alarielle du sort de Morathi. Et Durtu fait un face-à-face par rapport à Tyrion. Et là par contre, Tyrion, il vient déjà de se faire un peu bolos par Orion. Là, il comprend qu'il y a un boss. Je crois qu'il était déjà méga puissant, car avec la magie de tous les anciens morts avant lui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, avec Tajan. Mais là, Tyrion, c'est peut-être un peu trop pour lui. Donc même Games Workshop sait que son perso là est un peu trop pété et qu'il était là, il va être là dans AOS. Tyrion face à Durtu, c'est très simple. Tyrion arrivera à planter l'épée de Kane dans le corps de Durtu, qui va un petit peu le cramer, qui va le blesser. Mais par contre, Durtu va non seulement mettre une claque paternelle à Tyrion, lui défaussant la mâchoire, mais va surtout le saisir, l'arracher de son cheval, le faire tourner au-dessus de sa tête et le balancer à 1 lieue de distance de la bataille. Alors que t'as un demi-dieu qui s'est fait assassiner par une pauvre random et que t'as deux dieux qui se sont affrontés l'un face à l'autre, t'as juste un arbre qui vient de bolosser le grand méchant en mode Tex Avery. C'est Hulk. Va faire un tour. Mieux que Silverbarb, bah, littéralement. Tyrion donc est balancé à 1 lieue de distance en se brisant des côtes et une épaule, je crois, à l'atterrissage, l'atterrissement, ça veut rien dire, à l'atterrissage. Et c'est à ce moment-là où Tyrion n'est plus sur la table, entre guillemets, que Alarielle revient. Ah, c'est pratique quand même. Hein. Alarielle donc est soigné à partir de ce moment-là. Alarielle, folle de rage de voir que Orion, donc son mec, hein, Isha, son mec c'est Kurnouz, je rappelle que Orion est mort définitivement. Orion ne peut plus revenir parce que je vous rappelle que Orion c'est une incarnation. Il apparaît au solstice d'été et il disparaît au solstice d'hiver. Sauf que celle qui gérait ces réincarnations, c'était Ariel. Ariel n'est plus parce qu'elle a été avalée par Alariel. Et que Alariel est devenu Ariel à la fois, mais le scénario s'est dit non, mais Orion il meurt, hein, terminé, on le voit plus. Donc Orion est définitivement mort pour la fin des temps, il n'apparaîtra plus. Que Daïs est mort, que Durtu est blessé. Donc Naes, qui a déjà sauvé Alariel de la corruption de Morathi, va soigner Durtu, qui a été blessé, je le rappelle, par l'épée de Kane, qui tue des démons majeurs en un clin d'œil. Et qui c'est qui reste en face? C'est Morathi et son armée, avec l'armée de Tyrion qui reste, face à Alariel, qui devient surpuissante, qui s'énerve, qui crée un colimaçon de feuillage et qui crée un sortilège incroyable et incommensurable, qui n'enracine pas les gens, mais les transforme en arbres, littéralement. Ça les transforme en arbres et les libère de la corruption de Kane en quelques secondes, mais pour la mort et pour l'éternité. Et voyant que le sortilège est tellement puissant et contrôlé par Alariel, Morathi, qui a vu son mec se faire bolos par un tronc d'arbre et qui voit la mort lui arriver dessus, elle va balancer à son tour un sort surpuissant, un sort qui va la mettre vraiment dans un très très sale état et qui va contrer le sort d'Alariel à 1 mètre d'elle. Elle va se sauver comme ça, Morathi, en lançant un sort en se disant « Oh mon Dieu !» Et elle se balance un sort et elle est
Elle-même, Morathi, par la recrudescence d'énergie qu'elle va utiliser, désarçonnée de son Pégase noir et va être emmenée par les troupes en fuite qui ont survécu au sort en dehors de la forêt d'Avelorn. Morathi aura du sang qui sortira par les yeux et le nez pendant plusieurs heures après ce sortilège. Donc pour que même Morathi lance un sort aussi puissant que ça, le sort de Alarielle était censé être le sort le plus puissant du jeu techniquement. Le fameux contre-uno niveau 4. C'était un contre-uno niveau 10, mais c'était un contre-uno quand même. Et la bataille de Whitland se terminera comme ça, par Tyrion qui s'est fait bolos, son armée qui s'est fait défoncer, Morathi qui est blessé, mais par contre, Orion est mort. Orion est définitivement mort. Et tout ça n'aura servi à rien, quoi. Parce que à la fin de cette bataille, Tyrion n'est pas mort, donc la quête de Kain va continuer. Morathi n'est pas morte, la quête de Morathi et de Kain va continuer. Durtu est toujours en vie, Alarielle est toujours en vie, Aralot est toujours là, Naïs, je ne sais plus si elle meurt ou si elle revient, mais on en parlera le prochain coup. Et en gros, juste Orion est mort parce que c'était le roman qu'il racontait et Daïs est mort. Donc du côté des entre guillemets gentilles, en tout cas du côté des dieux qui ne voulaient pas tuer tout le monde, il y a eu 2 morts, et du côté des dieux qui veulent tuer tout le monde, il n'y a eu aucun mort, aucune perte. Ah oui, puis j'ai pas dit, mais Coril et Adrana, pendant toute la bataille, ils se disent qu'ils sont peut-être pas dans le bon camp, mais ils changent pas de camp quand même. Voilà. On va s'arrêter là. Je peux plus. Je peux plus. Il me reste 2 batailles à vous raconter, je crois. 2 batailles et on a fini Kain, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il reste encore un gros what the fuck qui arrive juste après, mais là j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas le courage. Je sens que ça va être dur pour toi. Dans le camp des dieux qui veulent tuer tout le monde, il en manque plein, non? Oui, Anatramera. Justement, oui, d'abord. Justement. Tout va bien aller. Ouais, tout va bien aller. Ouais, on va se dire ça comme ça. Merci de te faire du mal. Je passe vraiment des bons moments à écouter ces histoires. Non, mais vraiment, franchement, là, c'était pas le pire. Vraiment, pour moi, c'était pas le pire des. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce passage, mais encore là, c'est pas trop le pire. Parce que tu sens quand même, à partir de là, que enfin, Tyrion et Morathi commencent à avoir des contres puissants. Parce que, on va pas se mentir, mais depuis le début de Kain, Tyrion et Morathi, ils sont inarrêtables. Tyrion n'a jamais été battu depuis le début du roman. Morathi n'a jamais été battu depuis le début du roman. L'autre ancien des hommes arbres est dans le camp d'en face. Non, Burmatiro. Alors, les anciens hommes arbres, il y en avait 3 depuis que les elfes sont à Tel-Lorraine. Tu avais Adam Hu, tu avais Coedil et tu avais Durtu. Adam Hu est mort. Coedil a tué Morgur, mais a été corrompu par le pouvoir du chaos et a essayé de tuer Orion et Ariel. Donc il est exilé dans la forêt sauvage de la Tel-Lorraine. Le seul qui reste, c'est Durtu. C'est le dernier des anciens. Dis-toi que la pilule bretonnie est déjà passée, il ne peut rien arriver de pire. On va arriver aux nains après. Le vrai problème de ce passage, c'est la mort naze de Daith. Il était censé mourir quoi qu'il arrive à cette bataille parce qu'il est censé être tué par Kain au moment où Kain vient récupérer Isha. Comme Orion. Orion, Kurnous, il est tué par Kain lorsque Kain vient récupérer Isha. On le sait au moment justement où Aralot a la vision a la vision de la bataille des dieux. Tout est spoilé dans le livre. Au moment où il voit la bataille des dieux avant de rentrer dans le jardin de Nurgle. Dans ta bataille entre Orion et Tyrion, elle compte dans la fin des temps? Non, Sion 6. Non, c'était une bataille pur plaisir. On n'entend pas parler de Teclis du tout pendant ce temps. Si, j'en ai parlé à Dibou quand on a parlé de Malekith. Mais Malekith n'est pas là. Malekith n'est pas dans cette bataille. Malekith et Teclis ne sont pas là. Ils sont à Lothern. Mais Orion, il peut reste, non? Non, justement, c'est ce que je disais, Sinjeb. C'est que c'est la fin des temps. C'est-à-dire que le temps où Ariel était en vie et avait le pouvoir
en Athel-Lorraine chaque printemps de réincarner Orion, vu que Ariel, alors que pour moi elle est quand même beaucoup plus puissante que Alariel, Ariel s'est fait avaler par Alariel. Donc il n'y a plus d'Ariel en Athel-Lorraine. Et le roman nous explique que vu que Ariel a fait une avec Alariel, la réincarnation d'Orion c'est fini. Alors que, tu sais, c'est même pas, elle a avalé le pouvoir de la demi-déesse et ça a fait une déesse un quart. Non, elle est devenue la déesse. Elle est devenue l'avatar de Cain. Elle est devenue vraiment l'incarnation de toute la puissance de la déesse. Donc pour moi, elle devrait être plus puissante qu'avant. Non, elle a perdu ce pouvoir. Orion peut raiser une fois par an au printemps. Oui, mais là, il t'explique que non. Là, c'est terminé. Là, c'était sa dernière bataille. Je vous le mets là pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour la première fois depuis Mains et Mains Hiver, Orion ne s'est pas immolé dans le bûcher funéraire car Ariel n'étant plus, il sait qu'il ne renaîtra pas avec le printemps. La part de Curnus en lui est ravie car il ne supportera pas de vivre longtemps sans sa bien-aimée, désormais absente de ce monde, hormis le fragment d'Isha qui subsiste en Alariel. Donc Alariel, elle a vraiment tout bouffé, quoi, même Isha. La part mortelle d'Orion est triste, consciente qu'après son trépas, les Asraïs seront changés à jamais. Pourtant, les deux aspects de sa personnalité, l'ancien dieu et le prince elfique, partagent la même détermination. Orion se rend donc sans peur à Witelan, etc., etc. Donc fini. La magie. Alors que oui, normalement, là, elle est tellement puissante qu'elle devrait pouvoir le faire, mais bon. Mais voilà.